Les rencontres du RT14. L'actualité de la sociologie des arts et de la culture. Philippe Steiner, merci beaucoup d'être venu pour présenter votre ouvrage aujourd'hui, donc Faire la fête, sociologie de la joie. Donc, je vais d'abord rapidement vous présenter. Donc, vous êtes professeur émérite de sociologie à Sorbonne Université et vous avez fait partie des personnes qui ont contribué au renouveau en France de la sociologie économique et qui ont contribué aussi à la discussion de travaux étrangers stimulants, par exemple ceux de Viviana Zelizer, donc je la cite puisqu'on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui croisent notamment sociologie économique et sociologie des émotions. Donc vous avez notamment étudié ce que vous avez appelé avec Marie Trespoch des marchandises contestées. Et donc ça encore, ça me semble important à signaler parce que ça pourra peut-être faire écho à la discussion qui va suivre par rapport notamment aux questions sur la culture. Donc vous avez étudié par exemple la transplantation d'organes, donc qui dans certains pays se fait à travers des dons, dans d'autres peut recourir à des échanges marchands. Vous avez aussi travaillé en collaboration avec d'autres chercheuses sur les dons ou encore plus récemment sur le matching. Donc, vous avez une carrière assez éclectique par rapport à un certain nombre de carrières aujourd'hui qui sont peut-être plus centrées sur un objet. Et du coup, donc, c'est pour votre ouvrage sur la fête et la joie qu'elle produit, et donc plus précisément là, les fêtes de Bayonne, aux rencontres du RT14, nous vous invitons aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je voulais souligner la joie que j'ai eue de découvrir cet ouvrage consacré aux fêtes de Bayonne, puisque c'est une contribution importante au renouveau de travaux sur ces thématiques qui a débuté au milieu des années 2000, à mesure peut-être que la fête gagnait en puissance et en légitimité, à la fois dans l'espace politico-médiatique, mais aussi sans doute dans l'espace académique, puisque c'est quand même une trajectoire aussi de légitimation de cet objet qui a pris un certain temps. Il y a 10 ans, c'était pas forcément un objet sur lequel il était facile de travailler. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Et donc voilà, donc j'ai vraiment lu avec attention votre livre, surtout que la question de la fête m'est chère également, et qui est organisée en 3 parties principales. Donc la première partie revient sur l'histoire des fêtes de Bayonne, créée en 1932 par un entrepreneur de fêtes, donc Benjamin Gomez, un peu effacé de leur histoire aujourd'hui, qui crée ces fêtes dans une période de récession économique après la crise de 1929. Donc vous revenez sur cette histoire. Et ensuite, dans la seconde partie, donc là, vous revenez plus précisément sur l'économie actuelle de la fête et donc les liens qui unissent culture, événements et dimension économique dans l'organisation de fêtes qui rassemblent aujourd'hui des centaines de milliers de personnes à Bayonne chaque année. Et la dernière partie, donc, qui est l'une de celles que j'ai trouvées les plus intéressantes aussi parce qu'elle apporte un certain nombre de questions qui sont moins souvent étudiées dans les travaux sur ces questions, revient sur l'économie, où on pourrait dire la production, la vie et la gestion de la foule festive. Donc comment les différents acteurs publics, associatifs, les commerçants contribuent à produire cette foule, comment elle est distribuée dans un espace particulier qui est là en l'occurrence 3 quartiers de Bayonne, et comment les individus, donc vous dites, consomment ou profitent joyeusement ou pas, on y reviendra peut-être, de cette foule, et finalement comment on désaffoule, donc comment on la gère, on la fait partir, on nettoie après elle, etc. Donc c'est un ouvrage très riche qui revient sur différents moments et façons de faire la fête, à la fois de la préparer et de la vivre, et qui ouvre beaucoup de pistes intéressantes. Donc les questions que je vais poser aujourd'hui contribueront, j'espère, à une rencontre, comme le nom de nos événements du RT l'indique. Donc il me semble qu'il pourrait y avoir une rencontre peut-être plus claire entre la sociologie économique et la sociologie des arts et de la culture sur cette question de la fête. Donc voilà, j'espère que ça ouvrira un échange fructueux pour ces 2 domaines de la sociologie, et donc c'est dans ce sens un peu que vont mes questions. Donc première question, vous parlez de la joie donc des fêteurs, et j'ai cité tout à l'heure les travaux de Viviana Zelizer qui, comme d'autres personnes, a contribué un peu au développement de la sociologie des émotions.
Et on voit que elle, comme d'autres personnes, par exemple Christophe Traigny, qui ont travaillé sur des exemples français, plutôt lui sur les émotions politiques, on voit que cette question, la manifestation d'émotions politiques, ça a aussi beaucoup intéressé, par exemple, les historiens des cérémonies politiques qui se sont, et vous en citez un certain nombre, qui se sont intéressés à ces questions. Et donc ces historiens, ils ont souligné que c'est difficile de rentrer dans la tête des individus qui sont dans la foule lors de ces cérémonies politiques, pour en déduire que leur motivation serait politique. Par exemple, est-ce que les gens viennent voir le président qui traverse, parce qu'ils aiment le président, ou est-ce que comme il va y avoir des gens, ils viennent et puis finalement ils sont pris par cette ferveur politique et ça les fait aimer le président. Enfin, il y a une sorte de réflexion un peu circulaire. Parce qu'il y aurait popularité, il y aurait ferveur, et comme il y a ferveur, ça crée la popularité. Enfin, voilà. Et du coup, je me demandais là sur la question, sur les fêtes de Bayonne. Est-ce que vous pouvez revenir sur la façon dont vous êtes saisi de cette question de la joie, puisque c'est au cœur de l'ouvrage. Comment vous en êtes saisi à la fois théoriquement, comment vous l'abordez, et aussi méthodologiquement, puisque c'est vrai qu'on étudie des grands événements comme les fêtes de Bayonne, c'est très très grand. Donc comment on aborde cette question, y compris d'un point de vue empirique ? Merci déjà de cette opportunité de discuter avec des collègues d'un autre registre de recherche que le mien, sociologie économique. Et cette question de la joie, là, puisque c'est effectivement le point par lequel vous commencez, c'est quelque chose que je repère déjà par la pratique. Pour étudier une fête, il faut y aller. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est assez agréable par certains côtés, d'ailleurs, ce qui sans doute contribue à la faible légitimité de l'objet, puisqu'on croit que les gens s'amusent quand ils vont faire la sociologie de la fête, pas plus que n'importe quel autre. Mais donc on repère quand même une joie collective quand même très prégnante pendant les 5 jours et nuits de la fête. Donc du coup, il y a quand même quelque chose qui interroge. Quand on va sur le terrain, il y a quelque chose qui se passe et l'idée, c'est d'en rendre compte. Alors, en rendre compte, ce n'a pas été quelque chose d'immédiat, ou ce n'était pas quelque chose d'immédiat pour moi, puisque en tant que sociologue de l'économie, mon entrée, c'était savoir comment la fête et l'économie s'articulent, etc., l'organisation de tout ça. Donc, mais en même temps, disons, cette vision éthique de la fête, elle est trop pauvre en quelque sorte. Il faut aussi rentrer d'une manière vivante dans la fête, avoir une vision émique. Et là, la question de la joie s'est véritablement posée à moi. Il fallait en rendre compte, arriver à faire circuler la question de l'organisation de la fête avec le déroulé proprement dit de la fête, et donc de cette joie qui était produite. Alors comment, une fois que ce problème est posé, ou une fois que j'ai rencontré ce problème, à la fois intellectuellement et pratiquement, le soubassement de ma recherche, comme je l'indique d'ailleurs au début de l'ouvrage, c'est la sociologie durkheimienne. Et la sociologie durkheimienne, ce point de vue, qui est d'ailleurs à peu près la seule à avoir travaillé sur cette question des moments collectifs, la sociologie durkheimienne offre une piste qui est celle des formes élémentaires de la vie religieuse de Durkheim, donc de l'effet que produisent les rassemblements dans les tribus Arunta, etc. Et Durkheim en tire, comme vous le savez, une thèse très forte. C'est à partir de ces moments festifs et effervescents que se crée l'idée d'un être qui surplombe la société, etc. Donc l'idée de divinité. Au fait de Bayonne, ça peut pas marcher, ça fonctionne pas. C'est une fête laïque. Comme vous l'avez rappelé, c'est une fête qui a été créée pour relancer l'activité économique en période de crise. Donc l'idée de divinité est complètement absente de ce genre de pratique. C'est pas non plus un carnaval, c'est pas une inversion. Et par contre, l'idée que j'ai retirée de l'argumentaire durkheimien, c'est que le moment de rassemblement, le moment d'effervescence est productif.
Et cette idée de production que j'ai gardée présente à l'esprit et je l'ai racolée avec le ressenti que j'avais quand je voyais ce qui se passait dans les fêtes. C'est une production de joie. En discutant avec ma voisine, pour dire les choses, c'est une vieille dame de 85 ans à l'époque, je crois que malheureusement elle est décédée depuis. Je discute avec elle puisqu'on habite tous les deux au cœur de Bayonne. Et donc je l'interroge, comment ça se passait les fêtes pour vous, etc. Et elle m'a dit, les fêtes, on les attendait. C'était de la joie. Et donc il y a cette idée qui est aussi dite par les gens. C'est la joie, c'est agréable, c'est quelque chose que l'on attend. C'est pas un défouloir, c'est quelque chose, un plaisir qu'on attend, c'est une joie qu'on vit. Alors bon, voilà un peu le cadre dans lequel j'ai travaillé. Alors une fois que ceci a été fait, je pense, comme cela se fait parfois lorsqu'il s'agit de sociologie durkheimienne, j'ai couplé cette approche un petit peu surplombante de Durkheim par une approche plus ethno-méthodologique d'une certaine façon, couplé d'une certaine façon, c'est un espèce de bricolage intellectuel avec la sociologie des sens de Georges Simmel. C'est-à-dire que cette effervescence sociale, comment elle se saisit des individus, alors sans rentrer exactement jusque dans le tréfonds de leur esprit, in foro interno, comme on dit, la sociologie des sens me permet de comprendre pourquoi cette ambiance collective est à la fois produite par les individus et comment elle rentre dans les individus. Et donc, du coup, y a quelque chose qui est assez prégnant quand on va aux fêtes de Bayonne, aux fêtes de Bayonne comme d'autres fêtes, c'est que, en gros, de 9h du matin jusqu'à 5h du matin de la nuit suivante, on est dans une bulle de bruit. De bruit, il y a de la musique, des cris, des chants, etc., cacophonie, une bulle de bruit. Et donc, par le biais de l'ouïe, la fête rentre chez vous. Même si vous êtes fermé chez vous, claquemuré, le bruit va rentrer. Deuxièmement, il y a le nez aussi, il y a de l'odeur, il y a des championnats d'omelette au piment, ça sent bon. Il y a des cuisines un peu partout dans les restaurants. Puis il y a aussi les mictions sauvages qui ont lieu un peu partout, qui brouillent un petit peu l'odorat. Mais il y a aussi quelque chose qui passe par le nez. Il y a bien évidemment aussi, et c'est un point très important, le toucher, qui est peut-être quelque chose un petit peu surprenant d'une certaine manière, mais il est, je crois, ici très présent dans la mesure où lorsque les fêteurs, festailles, on dit localement, les fêteurs sont présents dans la rue, il y a une densité de population qui est énorme. Puisque, en gros, là où vivent 10 000 personnes, il y a 120 000 personnes qui sont rassemblées. Donc, ça fait une densité considérable qui fait que les distances habituelles avec lesquelles nous tenons, même là, physiquement, il y a à peu près 1 mètre entre nous, c'est une forme de distance sociale, académique, tout à fait acceptable. La distance intime voudrait dire que j'ai mon visage à 20 cm du vôtre, ce qui serait déjà presque inconvenant. Et pendant les fêtes, je pourrais très bien me trouver corps contre corps avec vous. Et vous ne vous sentiriez pas agressé, vous trouverez ça tout à fait normal. C'est-à-dire que les corps glissent les uns contre les autres, on échange quelques plaisanteries, un petit sourire, etc. Et tout ça se fait, on bouscule, on est bousculé, etc. Donc, tout ça montre qu'on est vraiment dans un cadre complètement différent. La vue aussi est complètement différente. Tout le monde est habillé en blanc et en rouge, qui fait qu'on perd ses amis à 1,50 m de distance dans la foule, etc. Donc il y a tout un ensemble de sensations que l'on retire de la présence que l'on a au sein de la fête et qui, je crois, participent progressivement à cette entrée, en quelque sorte, de l'ambiance collective au sein de l'individu, dans son petit groupe, et qui fait que, bien évidemment, on est dans un monde un peu différent. Dernier sens que j'ai pas évoqué, le goût. Le goût, c'est bien évidemment les nourritures agréables qu'on peut manger. Il y a la bonne cuisine basque, comme vous le savez sans doute. Et surtout, c'est qu'on boit. On boit. Donc, du coup, ça désinhibe, comme on le sait, pas forcément d'une manière catastrophique ou désagréable, mais ça désinhibe un peu. C'est un moment où on se parle plus librement, on s'interpelle, voilà. Et donc du coup,
Je crois que par ce biais-là, on peut comprendre comment les émotions festives peuvent rentrer chez les individus et comment elles ressortent en même temps vis-à-vis du collectif qu'ils forment. Alors merci. Du coup, je vais passer à une autre question qui revient un peu d'une autre façon sur cette question de la production du groupe que vous avez souligné, qui passe effectivement, et c'est peut-être une des spécificités aussi des fêtes de Bayonne, c'est-à-dire la façon de produire ce groupe à travers tout un ensemble de signaux effectivement sensibles, donc comme vous l'avez cité, la vue, le bruit, etc. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut retrouver dans d'autres cas de fêtes, mais qui là est poussé à un extrême, donc notamment l'homogénéisation des vêtements, etc., qui en fait est assez particulier peut-être par rapport à d'autres cas. Et donc, justement, dans cette question de la production du groupe, du collectif, qui fait aussi écho aux thèses durkheimiennes que vous avez citées, d'une façon un peu différente, mais il y a cette question de la foule, puisque foule et collectif social ne sont pas exactement les mêmes choses. Et donc, vous, dans la troisième partie, vous revenez justement sur cette question de la production de la foule et du désaffoulement, puisque on voit que c'est intéressant parce qu'on a tendance à penser la foule dans une sorte de doxa assez issue un peu des théories de Le Bon et compagnie, comme quelque chose de négatif, quelque chose de dangereux, et on retrouve aussi cette croyance et cette représentation dans des représentations, par exemple, du côté des pouvoirs publics, du côté des forces sécuritaires. C'est quelque chose qui reste quand même très prégnant, particulièrement en France. Et du coup, c'est intéressant que votre travail montre qu'il y a cet enjeu, effectivement, de contrôler la foule et qu'elle ne déborde pas trop. Donc, il y a une tension autour de ça. Mais il y a aussi toute cette dimension positive de produire cette foule, puisque qu'est-ce qu'une fête, et notamment les fêtes de Bayonne, qui sont très, très massives, entre guillemets, qu'est-ce qu'une fête sans foule? Ce serait absolument pas la fête. Et donc aussi le côté de profiter de la foule, et donc du plaisir d'être dans la foule. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ça et sur aussi le désaffoulement? Alors, la question de la foule, effectivement, est une question qui m'a assez longuement retenu. Donc, effectivement, je suis passé par la relecture ou un retravail sur ces éléments classiques, fin 19e, début 20e, Tarde, Le Bon, Siegel, etc., avec cette vision très négative de la foule où l'individu s'abrutit, c'est-à-dire redevient la bête brute que, normalement, la civilité lui a fait, ce monde d'abrutissement que la civilité lui a fait perdre. Et très rapidement, je me suis dit, c'est pas la porte d'entrée adéquate pour comprendre la foule. Alors, la foule, déjà, d'un point de vue festif, c'est important, puisque dans la définition que je retiens de la fête de rue, qui englobe Bayonne, mais aussi les fêtes du Pays Basque en général, mais le carnaval de Rio, le carnaval de Bahia, ou même les plus petits carnavals brésiliens sont redevables de la même chose, le carnaval de Notting Hill en Angleterre, etc. Bon, tout ça appelle la foule, au sens il faut une puissance invitante, c'est-à-dire une institution qui dit, voilà, il va y avoir une fête à tel endroit, à telle date, pour telle raison, et la puissance invitée, c'est la foule. Et si effectivement la foule ne vient pas, la fête est un peu ratée, c'est pas ce que l'on attendait qui advient. Donc la fête, d'une certaine manière, dans le cas de la fête de rue, la fête qui se déroule en ville, c'est la rencontre entre la ville et la foule. Donc il faut la faire venir. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, le point qui m'a longuement arrêté, quand je disais nous, c'est parce que deux de mes doctorants sont venus m'aider pour travailler sur ce point plus particulièrement. Le point qui nous a intéressés, c'est le fait que la foule n'est pas composée d'individus. Et ça, je pense que c'est un point très important pour défaire le lien que Tarde, Le Bon, Siegel et tout ça ont mis en place. La foule est composée de groupes, petits ou grands groupes. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la fête seul. On avait fait passer un questionnaire, qui ne vaut pas sondage, mais on a fait passer un questionnaire, environ 4000 réponses, qui est quand même
significatif. Et seulement 2% des répondants nous disaient « moi, je suis venu seul ». Tous les autres viennent à minima en couple, 4-5%. Tout le reste viennent en groupe de 5-6 personnes ou 10, 12, etc. Donc, la foule est composée de petites composantes, petits ensembles, et on traverse la fête en sous-groupe. Et ça, c'est un point important, je crois, pour comprendre la dynamique de la foule et, d'une certaine façon, pour revenir à votre question, la dynamique positive, c'est-à-dire qu'on n'est pas perdu dans la foule. On est avec ses amis, on tâche de ne pas les perdre. Chaque groupe a ses propres protocoles pour dire si on se perd, on se retrouve là, ou on s'appelle, etc. Donc, il s'agit de faire la fête en groupe. Et donc, il y a une ambiance déjà localisé à l'intérieur de ce petit groupe et qui va être amplifié par la multitude des petits groupes qui sont là. Les groupes peuvent s'agglomérer les uns les autres, peuvent se séparer, puis se retrouver, etc. Le groupe n'est pas intangible, mais on fait la fête en groupe. Alors c'est un point important pour comprendre le mécanisme de la joie, mais aussi pour comprendre le mécanisme qui est très important, qui est celui à la fois de la production de la foule, mais également au moment du désaffoulement. Alors, la production de la foule, ça signifie que c'est au niveau de l'institution, la mairie, etc., évidemment, venez aux fêtes, on va organiser des bus, des trains, etc., pour que les gens viennent venir. On prépare la ville de façon à ce que les espaces soient libérés des voitures qui sont en stationnement, etc., etc. On va mettre des barrières pour protéger, les bars vont s'ouvrir pour servir plus facilement les gens, donc il y a toute une préparation. Il y a toute une dimension économique de la ville qui se ferme parce qu'ils n'ont rien à voir avec la fête, d'autres au contraire qui vont s'étendre, donc il y a toute une préparation. Bien. Mais la ville communique aussi sur un point qui a arrêté mon attention, des panneaux, et à la fois des affiches dans le journal local. On vient ensemble, on part ensemble. Ça veut dire que l'institution qui lance la fête sait que les gens qui viennent faire la fête viennent en groupe. Et on précise bien, on vient ensemble et on part ensemble. C'est-à-dire qu'au moment du désaffoulement, c'est-à-dire le moment où la foule doit refluer de façon à ce que entre 5h du matin et 8h, 8h30, la ville soit nettoyée, les bars soient réapprovisionnés, etc. Eh bien, qu'au moment où les gens partent, qui est le moment le plus dangereux de fête, parce que les gens ont beaucoup bu, la vigilance est altérée pour certains ou certaines, pour d'autres, elle est la violence potentielle est surexcitée. L'existence de groupes protège. Et ça, c'est un point très important. Elle protège au cas où il y aurait une bagarre qui commencerait. J'ai eu l'occasion de voir ça, quelques gifles qui commencent à être faites entre deux personnes de deux groupes différents. Et tout de suite, les gens du groupe disent hop, on retire l'individu en train de se battre, on sépare les... Deuxièmement aussi, le groupe protège d'une autre façon, au sens où si l'un ou l'une a trop bu, on ne va pas l'abandonner comme ça au coin d'une rue, on va l'amener dans un poste de secours. Il y en a plein qui sont prévus, 4-5 qui sont prévus au cœur des fêtes, donc ce qu'on appelle le château Margaux, c'est-à-dire l'endroit où on fait décuver les gens qui ont trop bu. Et donc du coup, c'est assez fréquent, j'ai discuté avec des gens qui tenaient le lieu, les groupes amènent la personne en état d'ébriété, on la pose, on s'en occupe, ils repartent faire la fête, et éventuellement, ils viennent la rechercher à la fin. Donc, voilà, le groupe joue un rôle, je crois, assez important d'animation de la fête, de constitution de la fête, c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau individuel, il faut constituer son petit groupe, etc. Et ensuite, le groupe va être l'entité qui va circuler au sein de la foule, lui donner sa forme, lui donner sa dynamique en quelque sorte, et cette dimension de la production et de la foule, donc l'affoulement et de désaffoulement, me paraissent être des éléments essentiels à Bayonne comme ailleurs. Alors c'est intéressant parce que justement cette question du groupe, on voit que sur la fête, un certain nombre on pourrait dire une forme un peu de doxa
y compris du côté des professionnels, des personnes qui animent les fêtes. Et cette idée un peu qu'on pourrait résumer par la nuit, tous les chats sont gris. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dans la fête, alors pas forcément que de nuit, voilà, mais la fête permettrait une sorte d'homogénéisation, c'est-à-dire que tout le monde finalement se fondrait dans la fête, quelles que soient leurs origines, leurs identités, leurs groupes sociaux divers. Se fondrait dans une fête et voilà, existerait en groupe, et on verrait plus forcément ces différences-là, avec même l'idée poussée un peu à son maximum sur le carnaval, qu'il y aurait des formes de renversement d'identité, ou en tout cas de questionnement de rapports de pouvoir, voilà. Donc on a une sorte de tension entre déformation, reformation de groupes sociaux, et donc on retrouve... Il y a quand même cette idée dans votre travail sur les fêtes de Bayonne que dans cet événement populaire, c'est un événement qui cimente le groupe par la fête, autour d'une appartenance locale, ou en tout cas d'un ancrage en fait à cet instant-là, et peut-être dans le temps plus long, tout en permettant la rencontre avec d'autres groupes. Donc il y a toujours cette tension entre on vient avec notre groupe, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est aussi de rencontrer d'autres groupes, etc. Donc, on voit que cette question de qui compose en fait les fêteurs dans un événement festif, c'est quelque chose qui est au cœur de nombreuses négociations. Donc, les recherches qui ont été faites, par exemple, sur les intermédiaires qui organisent ce type d'événements, montrent qu'ils sont toujours dans un travail d'homogénéisation ou d'hétérogénéisation des gens, justement pour parer à ces questions-là, qu'on veut rencontrer des personnes différentes, mais en même temps, il y a aussi un plaisir de l'entre-soi. Donc, c'est une question qui occupe un certain nombre y compris les professionnels, sur comment créer justement la joie de la fête. Et on voit qu'en fait, souvent, les espaces festifs sont quand même segmentés par des enjeux il y a des groupes différents, on ne va pas tous faire la fête aux mêmes endroits, on ne pratique pas tous les mêmes types de fêtes. Et donc, il y a des segmentations selon des logiques, pour en citer quelques-unes, de classe, de genre, de sexualité, d'âge, de race, de confession religieuse, pour ne citer que quelques éléments. Et ça transparaît aussi dans votre enquête, puisqu'on voit que vous citez, donc on y reviendra peut-être dans une autre question, mais des différences entre basques sur le rapport à la fête, des différences entre les types de peñas qui sont mobilisés. Donc il y a notamment la présidente là qui est dans une peña LGBT. Le fait qu'au départ, c'était plutôt une fête qui était organisée par la bourgeoisie locale, donc à sa création il y a très longtemps, qu'il y a ceux aussi qui quittent la ville parce qu'en fait ils veulent pas être là pendant les fêtes de Bayonne. Donc on voit qu'il y a un ensemble de différenciations au sein des personnes qui participent ou qui ne participent pas aux fêtes de Bayonne. Et alors, moi, ça m'a posé question parce que, du coup, il y a notamment un des rapports sociaux qui me semble assez central et que peut-être vous avez moins exploré dans votre travail, qui est la question du genre. Donc, qui, en fait, semble assez manifeste dans tout un ensemble de choses que vous évoquez au cours de votre analyse des fêtes. Donc, par exemple, vous, dès le début des fêtes, en fait, même historiquement, vous parlez des exemples de couples qui sont abordés dans la rue, entourés de festaires et qui sont forcés de s'embrasser pour pouvoir se dégager. Donc, voilà, cette pratique qui est vue sous l'angle un peu de la blague, de la rigolade, mais en même temps qui, quand même crée cette tension un peu. Donc là, c'est un couple, un homme, une femme, voilà. Ensuite, vous évoquez aussi le fait qu'il y a une mobilisation assez précoce par rapport aux mobilisations qu'on constate aujourd'hui lors des fêtes de Bayonne contre les violences faites aux femmes. Donc, dès les années 90, si j'ai bien noté, notamment par des militantes, j'imagine, du mouvement basque. Et donc, c'est intéressant parce que ça intervient relativement tôt par rapport à ce qu'on constate dans d'autres espaces festifs, où ça intervient sans doute un peu plus tardivement. Et donc, alors, la question, c'est est-ce que c'est lié à des dynamiques au sein du mouvement basque? Il y a aussi les mouvements féministes en Espagne, et il y a sans doute des circulations ne sont pas exactement les mêmes, n'ont pas exactement les mêmes temporalités que celles en France. Et cette question des violences faites aux femmes est présente aussi assez fortement en Espagne. Donc, est-ce qu'il y a des circulations? On peut se poser la question. Ou est-ce que c'est aussi que, en fait, il y a des violences lors des fêtes de Bayonne et que, du coup, cette question, elle intervient, elle est prise en charge aussi parce qu'il y a eu des affaires et que
Là, récemment, il y a eu des affaires très médiatisées, mais qui sont sans doute qui sont sans doute en fait un peu la partie visible de l'iceberg, puisque ce qu'on voit dans les enquêtes qui sont faites sur les événements festifs, c'est qu'en fait, on a quand même une prévalence de violence de genre qui est assez forte et qui n'est pas liée forcément à l'extérieur du groupe, qui est plutôt liée à l'intérieur du groupe. Donc ça se joue plutôt au sein du groupe, puisque c'est des personnes que les victimes connaissent, et donc ça ne va pas forcément sortir vers l'extérieur. Les gens ne font pas nécessairement appel aux postes de secours, etc., qui sont mis en œuvre. Et dernière chose qui pointe un peu dans cette direction, c'est que dans votre questionnaire, on voit aussi que les femmes sont assez sensibles à la question de uriner dans l'espace public. Enfin, on voit qu'elles sont plus sensibles à ça que les hommes en tendance dans les personnes qui ont répondu à votre questionnaire. Et donc vous le voyez comme un indicateur en fait de rapport à la bienséance lors de l'événement, mais on pourrait aussi se dire que c'est une sorte de révélateur de certaines choses que rejoue en fait cette question de uriner dans l'espace public. C'est-à-dire que ça rejoue un rapport à l'intimité qui est assez genré et qui en fait peut aussi être vécu sur un mode potentiellement de menaces ou en tout cas de quelque chose de négatif, aussi parce que ça renvoie à d'autres choses qui sont plus invisibilisées pour les hommes. Donc du coup, je me demandais de quelle façon cette question des fêtes de Bayonne, donc à la fois elle cimente le groupe, mais elle cimente le groupe autour de quoi? Et cette joie, elle se joue pour qui? Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui ne vivent pas cette joie, pour qui en fait la fête peut se retrouver à devenir un espace qui n'est pas si festif que ça ou qui n'est pas si joyeux? Donc est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez peut-être vu, que l'on vous a parlé? Donc la fête renforce le groupe, mais quel groupe, à quel moment et au détriment de qui? Et puis après, je me demandais aussi, parce que dans votre question, vous n'avez pas trop posé de questions, en tout cas, on ne dirait pas de questions, je ne sais pas, sur l'appartenance, sur les CSP, ou est-ce que vous observez aussi ces questions-là parce que sous l'apparente unité, y compris vestimentaire, j'imagine qu'il doit y avoir des peignasses ou certains... on le voit dans ce que disent certains de vos enquêtés, certaines personnes vont plutôt là, d'autres vont plutôt là. Donc, est-ce que vous observez aussi une géographie, en fait, des fêtes de Bayonne où on voit certains types d'espaces, puisque il y a aussi, y compris pour les militants basques, il y en a qui vont à un endroit, il y en a d'autres qui vont ailleurs. Donc qu'est-ce que vous constatez sur ces questions aussi de différenciation de la fête, en fait? Oui, c'est une question clé. La différenciation des fêtes ou la différenciation à l'intérieur des fêtes. Alors, qu'elle peut prendre effectivement plusieurs modalités que vous avez passées en revue pour certaines d'entre elles. Alors, la première chose, je crois, que je voudrais souligner pour les fêtes basques que j'ai étudiées au travers de Bayonne, c'est que la fête n'est pas socialement discriminante, au sens où le coût d'aller aux fêtes est vraiment très faible. Initialement, il n'y avait même pas une tenue standard. Maintenant, la tenue standard, blanc et rouge, toutes les grandes surfaces vendent ce qu'il faut pour 12-15 euros. Bon, c'est 12-15 euros, je vous l'accorde, mais tout le monde a plus ou moins un t-shirt blanc à la maison, etc., un short blanc aussi. Donc, vraiment, le coût est très faible. Il y a un contrôle à l'entrée, mais si les liquides ou les nourritures que vous amenez sont dans un récipient en plastique, vous pouvez les rentrer. C'est les récipients en verre qui sont interdits. Et donc, du coup, vous pouvez apporter vos propres boissons. Donc, le coût, vraiment, est très, très faible. Donc, cette barrière-là, déjà, n'existe pas. Même si la mairie a mis ensuite un droit d'accès à partir du vendredi, dimanche, initialement c'était 8 euros, puis 10 euros, maintenant 12. Ça reste quand même 4 euros par jour, même les plus jeunes et les plus pauvres peuvent le payer sans trop de difficultés. Donc, cette différenciation sociale n'existe pas, et je dirais même, le principe de la fête basque, c'est le fait que tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors dans la rue. Et dernière couche, en quelque sorte, de cette indifférenciation sociale, c'est le fait que tout le monde est en blanc et en rouge. Donc, il n'y a pas les richement vêtus, les pauvrement vêtus, etc.
pour être un peu plus précis, et pour faire ça par comparaison, hein, depuis mon étude Fête de Bayonne, j'ai eu l'occasion de faire un séjour de recherche un peu long au Brésil, d'observer le carnaval de Fortaleza, dans le nord-est, l'état du Ceará. Donc là, il y a des fêtes, et pour certaines d'entre elles, fêtes carnavalesques, pour certaines d'entre elles, pour avoir l'habillement en quelque sorte de festif, et écouter la musique du trio Electrico qui va se promener, le prix est de l'ordre de l'équivalent du SMIC brésilien. Donc du coup là, on est tout à fait ailleurs. On est dans un registre de coûts. J'ai regardé parce que c'est disponible sur les sites. Hein, pareil pour les grands blocos de fêtes de Rio de Janeiro, où ça peut être même 2 ou 3 fois le SMIC brésilien pour avoir le droit de défiler dans les... Donc là, on a des fêtes qui vont être très très sensibles à des considérations sociales. Aux fêtes de Bayonne, non. Par ailleurs, comme une partie de la fête se fait la nuit, on voit même pas si c'est un beau t-shirt ou un t-shirt un peu dépareillé, etc. Donc il y a une homogénéisation assez forte qui en plus a un côté esthétique. Hein. Tout le monde en blanc et rouge, ça, dans les villes, c'est je vais donner mon avis, en toute subjectivité, c'est beau. Par rapport à d'autres fêtes, je trouve que c'est assez sympa. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas, me semble-t-il, de différence de fait. J'avais utilisé le travail de Michel Bozon sur les années 60-70, donc dans la région de la Saône. Et là, au contraire, on a des fêtes. Il y a les fêtes des classes supérieures, les fêtes des classes populaires. Là, aux fêtes de Bayonne, ça joue pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc c'est un peu particulier. Le clivage, si clivage il y a, et qui est plus récent, c'est les gens du coin et les extérieurs. Dans la mesure où la fête basque est une fête déambulatoire, on n'est pas assis, donc il faut pas boire trop vite parce que sinon on est HS, on peut plus participer. Donc voilà, et puis voilà, il faut chanter, il faut danser, il faut savoir équilibrer tout ça. C'est pas bien compliqué à apprendre, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un rythme. Apprendre par exemple à ne pas se heurter parce que quelqu'un vous frôle de trop près, etc. Qu'il n'y ait pas des tensions, des violences qui se démarrent à cause de tout ça. Donc ce point de vue-là, la fête a vraiment un caractère collectif et c'est même un objectif fondamental de l'organisation. Il faut que ça soit interclasse, de cette façon, mais aussi intergénération. La belle fête, c'est la fête où on amène les parents, les grands-parents et les enfants ensemble, notamment la fête de jour, de façon à ce que les traditions puissent être vécues par les uns et par les autres, et que toute la famille puisse se réunir, notamment en journée. Alors, la question du genre, qui est effectivement une question sur laquelle peut-être ma vigilance n'a pas été aussi grande qu'il aurait été nécessaire. Je pense qu'il y a quelques éléments qui ressortent, mais peut-être pas autant qu'il aurait fallu. Alors, bien sûr, il y a un indicateur, je crois, assez fort de cette question de genre qui apparaît, dont j'ai essayé de rendre compte en dépouillant la presse donc de 1949, quand la fête recommence après l'occupation, jusqu'en 2014-2015, le moment où j'ai commencé à faire mon étude. On voit apparaître 2 registres de ce point de vue-là. Le premier registre, un registre qui, jusqu'au milieu des années 70-80, on magnifie la violence qui est la violence rituelle qui est liée à la course de vaches. Et donc, on a des premières pages du journal, des unes du journal qui va dire 47 blessés, les vaches ont de la corne, etc. 48 blessés et 6 à l'hôpital, etc. Et avec de la jactance qui va suivre. Ouais, je me suis fait mal, mais c'est pas grave. Un coup de cognac, ça ira, je repars, etc. Bon, vous voyez le genre. Là, vraiment masculin. Alors, une fois ou deux, il y a dû y avoir des femmes interviewées un peu dans le même registre. Et à partir du milieu des années 80, on voit apparaître quelque chose de complètement différent. Alors là, qui n'est plus du tout mis en avant en une au début des fêtes, mais qui va apparaître
après les faits. C'est devenu d'ailleurs la hantise des organisateurs, c'est les agressions sexistes et les viols. Et donc, à partir de ce moment-là, on a un débriefing qui est rituel. Ça a lieu le mercredi, c'est-à-dire 2 jours après la fin des fêtes, 3 jours après la fin des fêtes. Le président de la commission et le maire le préfet aussi tiennent une réunion. Et c'est l'affliction lorsqu'il y a eu des viols mentionnés, ce qui est repéré, bien évidemment, et les agressions sexistes. Et là, c'est effectivement quelque chose contre lequel la mairie essaye de faire tout ce qu'elle peut. À mon avis, elle a un moyen assez limité d'action. Et par contre, on voit apparaître, par rapport à cette question des violences faites aux femmes, on voit apparaître une organisation qui vient d'en bas. Donc c'est plutôt bottom-up, là, pour employer le langage des sciences politiques. Bottom-up, c'est-à-dire le point de départ qui va donner de la visibilité à cette question, c'est effectivement quelque chose d'assez particulier, mais je crois que c'est lié à une personnalité du mouvement basque que j'ai découvert à cette occasion-là, puisqu'ils se définissent comme anarcho-abertzalais. Donc anarcho comme anarchisme, abertzalais, c'est les militants basques, l'amoureux du pays. Donc 2 anarcho-abertzalais qui vont intervenir à partir de ce moment-là pour créer un début de différenciation sociale, basque, non basque, dans la place Pacha. Pacha, c'est une des personnes qui a été symbolisée comme victime de la répression franquiste. Place Pacha est devenu le lieu un petit peu d'une fête alternative qui n'existait pas auparavant, fête basque. On va avoir des groupes de rock basque, etc. Le bar basque. J'ai interrogé les gens au moment du désaffoulement. Ils parlaient soit espagnol, soit basque. Ils ne parlaient pas français. Donc là, il y a un moment un peu particulier. Et parmi donc ces abertzalais anarchistes, il y avait Claudina, pour donner son nom. Et Claudina, elle, a dit, il faut faire attention aux violences sexistes. Et dès ce moment-là, il y a eu dans la place Pacha, dans le bar qu'il tenait, une cellule qui était là pour accueillir les femmes qui se sentaient agressées ou en danger dans les fêtes. Alors depuis, ça s'est un petit peu démultiplié. On a maintenant effectivement, comme vous l'avez rappelé, la présidente des associations festives, donc les Peñas, qui est donc à la tête de la Peña LGBT+, et donc du coup, on a une attention de plus en plus forte à ces questions de genre qui n'étaient pas aussi prégnantes, effectivement, auparavant. Alors, ça, c'est un premier élément. Je voudrais rajouter à cela quelque chose, si vous voulez, plus frais, puisque j'ai eu l'occasion de participer à une réunion transfrontalière qui était organisée par la mairie de Bayonne sur la question donc du déroulement des fêtes, donc en Egualde, donc le Pays Basque Sud, et Iparralde, le Pays Basque Nord, c'est-à-dire Bayonne, Dax, Mont-de-Marsan pour l'essentiel, pour le Pays Basque Nord et les Landes. J'étais assez surpris, donc il y avait des maires de grandes villes, le maire de Pamplona, dans la grande fête basque de Pamplone, il y avait aussi Donosti, Saint-Sébastien, Bilbao, qui est quand même une très très grande ville, et troisième, et le maire de Bayonne. Et donc, puisque je devais jouer ce rôle-là, je leur dis, mais comment vous vivez les fêtes en tant que maire? Et la réponse, qui m'a vraiment un petit peu surpris, des 4 maires, était de dire sécurité, sécurité, sécurité. Ce qui les inquiète maintenant, en tant qu'organisateurs, c'est la question de la sécurité, et au premier chef, la sécurité vis-à-vis des femmes, c'est-à-dire des agressions sexistes et les viols. Donc là, on a un retournement complet par rapport à ce qui se passait dans les années 60, 70. La violence est proscrite. Cette violence des courses de vaches n'est plus magnifiée comme c'était le cas auparavant. Et les formes de violence faites aux femmes devient l'inquiétude majeure de ces mères. Et donc là, il y a, je crois, au niveau de la fête, de l'organisation de la fête, voire même au vécu de la fête, il y a un écho, je crois, assez direct des changements de mentalité qui ont cours dans la société européenne. Donc là, on a effectivement quelque chose une évolution très très sensible et qui, je crois, va aller de crescendo, puisque ça devient vraiment un problème majeur, avec quand même une
petite réserve au sens où les 2 dernières fêtes, là, donc de 2023 et 2024, ont donné lieu à un meurtre chaque année. Enfin, un meurtre, oui. Quelqu'un qui est mort pendant les fêtes, d'une violence durant la fête. Et je pense que si ça se reproduit, ça va être très difficile pour le maire de recommencer à lancer des fêtes si chaque année il y a un mort, quoi. C'est quand même assez... Au-delà du viol, c'est quand même une question qui aussi est importante. Parce que là, c'est des bagarres entre hommes qui ont abouti à 2 décès. Alors bon, je change après ce sujet. Un peu sombre. Oui, assez sombre. À une question sur la dimension économique, donc, qui est aussi au cœur de vos travaux. Donc, c'est intéressant parce que dans la sociologie de la culture, on voit que cette opposition, disons, entre art et argent, pour aller vite, qui a été notamment construite par les politiques culturelles avec l'autonomisation du champ culturel par rapport au champ économique, en tout cas en France. Donc c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Et on pourrait presque parler, dans le cas français, c'est pas forcément nécessairement le cas partout, et c'est pas le cas dans tous les secteurs artistiques, mais de marchandises contestées à cet égard. Enfin, en tout cas pour les biens culturels, disons. Donc c'est intéressant en fait aussi de voir comment ça se traduit dans les fêtes de Bayonne, parce que en fait, il me semble que cette tension entre fête et économie, disons, traverse tout votre livre. Même si en fait vous avez choisi ces fêtes parce qu'elles mêlent dès le départ ces 2 dimensions, puisqu'elles ont été créées pour justement relancer l'activité économique suite à une crise économique. Donc, c'est pas conçu comme étant en opposition. Et malgré tout, on retrouve en fait cette question de l'opposition. Je trouve que ça revient, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est résolu. Ça revient au cours de votre ouvrage. Et on voit que de toute façon, la sociologie de la culture, elle montre aussi que dans toutes les fêtes et dans tous les arts, même ceux qui se construisent comme étant les plus autonomes de l'économie, les plus en opposition à l'économie, bon, eh bien, en fait, il y a toujours ce lien entre économie et la dimension sacrée, si on voulait reprendre en fait les termes plus durkheimiens. Et donc, par exemple, donc vous opposez aussi au début de votre ouvrage, vous opposez les fêtes de rue, donc vous l'avez dit tout à l'heure, des fêtes qui seraient plus difficiles à saisir, plus indisciplinées et qui échapperaient à une commercialisation marchande, à d'un autre côté un autre type de fête qui serait elle donc plutôt liée au domaine de l'événementiel et lié à un principe capitaliste avec l'industrie culturelle. Donc ça revient plusieurs fois, cette opposition avec l'industrie culturelle. Donc on voit que là aussi, on retrouve un peu quand même cette tension, enfin d'une autre façon, mais ça rejoue aussi un peu cette tension, et qui, moi, me rappelle aussi un peu les débats qui ont eu lieu en sociologie de la culture, et y compris au sein des milieux culturels, notamment dans la musique que je connais mieux, sur l'authenticité, et qui rejoue en fait aussi cette question de la tension entre économie et art, culture, fête, on peut y mettre ce qu'on veut, mais ou pratique musicale. Mais cette tension, elle se rejoue autour de la question de l'authenticité. Donc, on voit aussi quand ils mettent en place, donc les fêtes de Bayonne, à un moment donné, ont mis en place un droit d'entrée, qui était lié au fait d'abaisser le poids sur le contribuable bayonnais, mais aussi parce qu'il y avait ces enjeux liés à la sécurité, qui faisait qu'il y avait potentiellement une facture liée à la sécurité qui augmentait. Bon, bref, pour diverses raisons, c'est mis en œuvre. Et on voit qu'il y a un enjeu de dire que c'est un droit d'entrée qui n'est pas un ticket, ce n'est pas un billet. C'est-à-dire qu'il faut se distinguer de quelque chose qui renverrait à une sorte d'événement culturel ou commercial, en fait. Alors qu'on voit que dans plein de festivals qui sont organisés par des pouvoirs publics ou des associations à but non lucratif, qui font intervenir des bénévoles, en fait, on retrouve un type d'économie qui est très semblable à celui des fêtes de Bayonne, et où, pareil, il y a quelque chose qui peut être appelé un billet ou un droit d'entrée, mais finalement, qui n'est pas si différent. Donc, en fait, cette tension qui, je trouve, n'est pas si facile à résoudre, puisqu'elle traverse le livre. Alors même, vous y confrontez frontalement, et à la fois, je trouve qu'on ne résout pas totalement cette tension
entre économie et fête. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'elles vont ensemble et à la fois on voit qu'il y a plein d'acteurs qui se mobilisent toujours pour quand même un peu les mettre les distinguer, pour dire non mais nous par exemple les peñas qui disent nous on fait pas ça pour gagner de l'argent, on fait ça pour l'ambiance, etc. Enfin c'est quand même des discours qu'on retrouve fréquemment. Et donc je me demandais est-ce qu'il ne serait pas temps finalement de transformer ce questionnement qu'on hérite effectivement depuis un certain nombre d'années dans la théorie sociologique aussi, sur cette tension, enfin sur cette opposition en fait entre fait et économie, et peut-être essayer de reconfigurer notre pensée sur ces rapports-là. Enfin, est-ce qu'il ne faudrait pas les voir à travers un autre prisme que cette opposition-là? Bon, voilà. Donc je me demandais si vous pouvez y revenir sur ça, sur les fêtes de Bayonne et les spécificités pour vous de ces fêtes à cet égard. Oui. Alors ça, je suis heureux que vous posiez cette question parce que j'ai eu le sentiment, et je travaille un petit peu là-dessus maintenant, d'avoir une meilleure compréhension de certains problèmes relatifs à la place de l'économie et la vie sociale. Et donc, cette étude donc, sur les fêtes, je crois, m'amène à revisiter des points assez classiques. Alors, le terme que vous avez employé, mais pas systématiquement, c'est le terme de tension. Alors, c'est quelque chose que j'avais travaillé auparavant à propos de Max Weber, mais ça, c'est peu importe. La tension ne se résout pas, puisque c'est un peu la question qui vous arrête, ne se résout pas, elle se déplace, elle évolue, il y a une frontière du dissible, de l'indicible, de l'acceptable, inacceptable, qui est un enjeu de lutte, mais il ne peut pas disparaître. Donc il y a quelque chose qui, d'une certaine façon, ne se résout pas, il y a des... c'est un peu comme pendant la guerre, c'est un moment où on arrête les combats les plus violents, mais il reste quand même toujours des difficultés, des règlements à faire localement. Alors, plus précisément, le premier point que je voudrais souligner à propos des fêtes, c'est de mettre à l'écart quelque chose qui est très souvent dit, probablement vous avez rencontré sur vos propres terrains, c'est le regret qui s'exprime sous ça devient des fêtes commerciales, la commercialisation, etc., etc. Bon. Et en tant que sociologue économiste, je suis amené à faire, en reprenant les travaux classiques de Polanyi, de dire attendez, il faut pas, c'est pas parce qu'il y a de l'argent qui circule. Zelizer a fait aussi la même chose. C'est pas parce qu'il y a de l'argent qui circule que c'est commercial. Dans la mesure où, quand je rentre dans une peña, donc c'est une association, l'association s'ouvre, elle vend des prix qui restent très doux pour les consommateurs, parce qu'ils n'ont pas de taxes à payer, etc. Ils payent pas les barman, et donc, du coup, là, je vais dépenser de l'argent, mais ça va servir à alimenter la caisse. Ils vont continuer à faire des fêtes. Et une partie de l'argent va ensuite éventuellement être donnée à des causes, la table du soir pour les SDF ou les malheureux en Haïti. Donc, je sais que je dépense de l'argent, mais c'est pas commercial au sens de il faut faire un taux de profit impératif pour verser aux actionnaires. Deuxièmement, il y a d'autres dépenses qui sont faites, par exemple le droit d'accès à partir de 2018. Ça, c'est pour faire en sorte que ce que Polanyi appelle la redistribution, c'est-à-dire le financement par l'impôt d'un certain nombre d'activités, ne soit pas trop lourd sur les épaules des contribuables bayonnais. Et donc, je vais payer, mais là encore, c'est pas pour un taux de profit, c'est pour un financement de la même façon qu'on va payer une partie des soins dont on bénéficie par le système de la sécurité sociale. Bon. Et puis ensuite, il y a les bars et les restaurants qui on paye, qui eux, effectivement, doivent faire de la marge, comme on dit, mais ils ne sont pas soumis à des impératifs de taux de profit extrêmement violents. Il y a certains qui disparaissent, d'autres qui apparaissent, etc. Bon.
Bien. Donc là, la dimension marchande, en quelque sorte, de l'activité n'est qu'une fraction de ce qui se passe. Vous pouvez très bien faire les fêtes de Bayonne sans payer le droit d'accès si vous êtes bayonnais. Vous rentrez gratuitement, ou si vous avez moins de 15 ans, ou bien parce que vous êtes malin. Vous ne voulez pas payer, parce que c'est une discussion qui m'a un peu surprise de l'organisateur, en disant avant 10 heures du matin, il n'y a pas de contrôle. Donc, ceux qui se lèvent assez tôt, qui rentrent dans la ville avant qu'il y ait la barrière pour faire payer, ils peuvent rentrer gratuitement. Les Bayonnais eux-mêmes ne payent pas, etc. Ou si vous invitez en tant que Bayonnais vos amis, etc., pour habiter dans votre appartement pendant les fêtes, ils ne paieront pas. Donc, on arrive à trouver des petits subterfuges. Donc ça, on ne va pas le payer. Vous pouvez très bien amener vos alcools, etc. Vous n'allez pas donner de l'argent à la dimension marchande. Et vous pouvez éventuellement participer au don contre don à l'intérieur des associations. Bon, donc voilà. La circulation de l'argent ne veut pas dire commercialisation. En tout cas, il faut être précautionneux. Cela étant dit, après mon séjour au Brésil, cette dimension me paraît renforcée. Pourquoi ? Parce qu'au Brésil, vous avez effectivement des fêtes, des carnavals qui sont magnifiques, et les carnavals sont financés par qui ? Les grandes marques de bière, les grandes marques de boissons gazeuses, etc., les banques, etc. Donc, soit probablement pas des participations pour faire du profit, mais pour apparaître, pour faire la communication, etc., qui rentrent quand même dans la logique de gains, de profit, de taux de profit, etc., etc. Donc là, cet événementiel qui va être lié à des grandes entreprises, bières, banques, etc., mais aussi des grandes entreprises musicales. Il y a eu un énorme marché musical qui se fait notamment à partir du renouveau du carnaval de Bahia et de Salvador, ou de Rio de Janeiro. Les gens qui ont fait la samba de l'année qui a gagné le prix, ils vendent des millions de disques. Donc du coup, ça représente une activité économique qui là devient essentielle. Au fait de Bayonne, la musique que l'on entend, c'est la même depuis 40 ans. La Peña Bayona, c'est le chant de la Peña Bayona. Allez. Non, je ne vous la chanterai pas. C'est la même depuis 30 ans. Ça ne bouge pas. Et c'est celle-là qui va faire vibrer le plus les gens. Donc, du coup, ce n'est pas une affaire commerciale, même la musique. Les groupes sont payés, mais ne sont pas payés pour des sommes énormes. Donc, du coup, de ce point de vue-là, la vie économique est multiple. Elle n'est pas dominée par le marché et elle n'est pas dominée par des grands groupes. Certains d'entre eux tapent à la porte déjà des fêtes de Bayonne, mais la commission extra-municipale et la mairie disent non. Ce qui veut dire que la fête reste une fête localement organisée et qui puise l'essentiel de sa dimension esthétique ou culturelle plutôt qu'artistique, qui puise dans les forces locales. C'est-à-dire les groupes de chant, les groupes de danse. Les groupes de chant sont souvent des groupes liés au peigne, le concours d'omelettes au piment, c'est de la cuisine locale, etc., etc. Donc il y a des fêtes qui sont faites localement, par les locaux, avec la culture locale, qui tient à l'écart, me semble-t-il, les grands groupes événementiels. Alors, une fois que ceci est dit, il y a un point intéressant que vous soulevez dans votre question, et je terminerai là-dessus, sur le fait de la tension. Je disais que la tension, elle ne se résout pas, elle se déplace, elle s'amoindrit à un moment, où elle peut ressurgir ailleurs. Alors, pourquoi ? C'est parce que, à partir du moment où vous avez trois formes économiques qui sont présentes, le marché, la redistribution et la réciprocité, c'est la place de chacune de ces trois dimensions qui se rejoue au niveau des tensions. Alors, un cas exemplaire de ce genre de problème, c'est le fait d'imposer un certain nombre de contraintes aux associations. Pour savoir, la mairie dit, vous ne payerez pas les impôts que payent les bars en ouvrant au public. Parce que les associations ont le droit de servir uniquement à leurs adhérents, n'ont pas le droit de recevoir le public, d'habitude. Pour les fêtes, elles ont le droit. Donc, elles vont faire rentrer de l'argent. Et pas mal d'argent, en fait. Mais le contrat passé avec la mairie, c'est que avec cet argent-là,
les peñas sont obligés d'animer la ville pendant le reste de l'année par des choses gratuites offertes à l'année. Donc, si vous voulez, c'est une espèce d'enjeu. Et donc, du coup, voilà, on va négocier un peu plus, un peu moins, etc. Pareil avec les bars. Avec les bars, on va dire, bon, vous aurez le droit d'occuper l'espace public en ouvrant ce que j'appelle des talanquères, c'est des bars extérieurs, qui fait qu'on n'a pas besoin de rentrer dans le bar pour être servi, ce qui améliore la sécurité, parce que si jamais il y avait un incendie, les gens de dedans veulent sortir, alors que d'autres qui n'ont pas compris veulent rentrer, ça bouchonne, et il pourrait y avoir des choses dramatiques. Donc, on sert dehors, on occupe donc l'espace public. Et la mairie fait en sorte de demander un droit d'usage faible. Et là encore, on va avoir des tensions entre la mairie et le monde marchand sur la valeur qu'il faut pour fixer, pour le mètre carré obligé. De la même façon, entre les associations et les bars, il va y avoir des conflits parce que certaines associations vont se mettre à créer des repas collectifs. Il va y avoir 400, 500 personnes et les bars vont dire « oh, là, ça va pas, vous prenez notre clientèle. » Donc, les tensions se jouent, se déplacent. Elles ne sont jamais véritablement éteintes ni résolues. Elles n'ont pas vocation à l'être. Mais ce sont les frontières entre les domaines qui vont être en jeu. Et cela change régulièrement d'année en année. Mais je crois que la compréhension de ce phénomène-là, et pour moi, j'arrêterai là-dessus, cette réponse un peu longue, mais qui me tient à cœur parce que c'est un point important, c'est le fait de comprendre ce qu'on appelle l'encastrement social du marché d'une manière différente. C'est pas qu'on veut englober le marché dans le social, c'est que le marché va être contenu, il va avoir son droit d'existence, par le fait que d'autres modalités de vie économique sont là présentes en même temps et qui vont en quelque sorte le limiter. Il y a peut-être tendance à pousser les frontières, mais d'autres forces font en sorte qu'il joue son rôle, mais qu'il n'envahisse pas les autres domaines de la vie économique et, d'une certaine manière, permettent à la fête d'exister sous des modalités variées aussi d'un point de vue économique. Merci pour cette réponse. Et du coup, peut-être je vais poser ma dernière question qui revient sur cet enjeu de l'encastrement aussi local des fêtes de Bayonne et qui me semble aussi un point intéressant parce que ça révèle un certain nombre de choses plutôt peut-être que dans d'autres cas. Donc, on voit que depuis le début des années 2000, la géographie s'est beaucoup intéressée à la fête. Donc, il y a tout un ensemble de travaux qui a étudié les façons dont les pouvoirs publics se saisissent de la fête pour transformer l'image des villes, pour renforcer leur attractivité économique, pour influer sur les flux touristiques. Et le cas des fêtes de Bayonne ne déroge pas à cette règle, puisqu'on observe que dès le départ, dès la création des fêtes, il y a cet enjeu qui est posé par Benjamin Gomez lors de sa création, avec les éléments assez caractéristiques des croyances sur les liens entre fêtes et développement territorial. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tous ces processus à Bayonne semblent se développer plus tôt, ou alors les gens n'ont peut-être pas étudié de façon historique, et c'est là aussi, je pense, que l'intérêt de souligner, l'intérêt de votre méthode qui revient sur l'histoire aussi de ces fêtes, parce que ça nous permet de voir des choses qui peut-être habituellement apparaissent moins, parce qu'en fait, on n'a pas fait ce travail historique. Mais donc, on voit que ces idées-là, elles émergent dès les années 30 et qu'ensuite, elles sont réactualisées avec d'autres types de tensions qui se jouent autour de ça. Donc, c'est sans doute pas anodin dans le paysage national aussi. Donc, la position de Bayonne dans le paysage national. Donc, il y a sans doute aussi des choses à voir avec ça. Et puis aussi avec l'économie prononcée du tourisme dans cette région. Donc, d'abord sédentaire, puis de passage au fur et à mesure des temps. Et donc, on voit que les fêtes vont être politisées par rapport à cette question du tourisme au cours des années 60. Et on voit qu'émergent plusieurs rapports à la fête et plusieurs catégories de festaires qui les investissent. Donc, vous décrivez donc 3 catégories, les basques militants, les basques culturels et les basques festifs, donc qui vont avoir différents rapports à la fête.
Et avec cette question de la politisation du goût, enfin de la politisation de la fête, donc avec des militants qui vont dire qu'en fait c'est justement c'est une forme de voilà, il y a des gens qui arrivent de l'extérieur, des touristes, ça c'est pas ce qu'ils souhaitent. Et donc cette politisation, elle va se modifier au cours du temps et elle entre en tension aussi avec la fête. Il y a des gens qui disent la fête n'est pas le moment de politiser. On n'est pas là pour faire de la politique à ce moment-là. Donc, on voit aussi que cette question de la politisation, elle va se rejouer dans différents rapports à la fête. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit que ces phénomènes, on les observe aujourd'hui dans de nombreux lieux de fête. Et c'est vraiment une question qui est extrêmement transversale, particulièrement en géographie, parce qu'il s'intéresse plus à ces questions aussi de tourisme, d'ancrage spatial. Mais moi, je l'ai vu aussi à Berlin. Depuis les années 2010, où on a par exemple la dénonciation des EasyJet-setters, des touristes qui viennent et que c'est compliqué pour la ville d'accueillir, que ça dénature la fête aussi. D'autres personnes qui disent non mais laissez la fête, arrêtez de politiser cette question de la fête, laissez la fête se passer. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être revenir sur cette séquence, là, sur les fêtes de Bayonne et ses spécificités, peut-être? Parce que là, on a quand même un mouvement basque qui est particulier, avec une politisation quand même extrêmement forte. Et peut-être que ça peut nous mener aussi à se questionner de façon plus centrale sur les rapports entre fêtes et politique. Oui, bien sûr. C'est une question qui apparaît sous une forme particulière dans le cadre des fêtes que j'étudie à Bayonne, mais que l'on retrouve aussi, par exemple, dans le carnaval de Notting Hill, avec l'espace Caraïbe, qui va être là très présent, ou bien, évidemment, avec la situation des Noirs au Brésil, dans la transformation du carnaval qui se fait tout au long du XXe siècle et encore de nos jours, où cette question de la fête va apparaître, et c'est ce qui finalement est apparu aussi progressivement dans le cas des fêtes de Bayonne, comme un lieu d'affirmation de son identité pour un groupe discriminé, pour aller vite, à Notting Hill, pour les Caraïbes, les Noirs à Salvador et à Rio de Janeiro, etc. Alors, dans le cas des fêtes que j'ai étudiées, donc à Bayonne, cette dimension de renom de la ville est prise en charge très tôt, effectivement, par Benjamin Gomez, dès 1932, là, quand il fait sa présentation, son projet là, pour l'inscription de la nouvelle fête au sein de l'activité de la ville. Il en parle, la question des touristes. Les touristes vont venir, ils vont dépenser de l'argent, puisque c'était là l'objectif. Ils vont dépenser de l'argent et ça va redonner vigueur à un commerce qui était défaillant. Et puis par la suite, cette question du tourisme va bien évidemment être liée institutionnellement, d'ailleurs, de manière très forte. Benjamin Gomez appartenait au syndicat d'initiative à l'époque, et les organisateurs, les gens qui vont diriger la commission des fêtes, puis la commission extra-municipale des fêtes, sont les trois qui se sont succédés depuis 1949. Ce sont des gens qui dirigent le syndicat d'initiative. Donc il y a vraiment institutionnellement un lien très fort entre la fête et le tourisme. Alors, en raison de ce lien, il va y avoir un rejet très marqué du mouvement basque qui, dans le Pays basque du Nord, émerge au milieu des années 60. Le mouvement basque est fort déjà en Égualde, au sud, mais il ne commence véritablement que dans les années 60, milieu des années 60, dans Iparralde. Et ce mouvement-là va rejeter l'économie touristique et donc la fête gauloise, c'est le terme qui est employé, qui a lieu à Bayonne, parce qu'elle attirerait les touristes, parce que à ce moment-là, leur vision du développement économique
est lié à l'idée il faut de l'industrie à Bayonne. C'est l'industrie qui peut donner ce dynamisme au pays, etc. Et le sortir de ce caractère un petit peu flonflon pour touristes l'été, etc. Bon, ça change pour différentes raisons, en partie parce que il y a un économiste local qui connaît bien, il est de Bayonne, qui connaît bien, et qui leur dit, mais attendez, arrêtez, les bars, les restaurants, les hôtels, c'est la bourgeoisie basque qui les possède. Le tourisme, il vous enrichit à vous, c'est pas les autres. Donc du coup, voyez l'importance, et il leur dit en même temps, les lieux agréables à vivre où les touristes viennent, c'est aussi les lieux où les nouvelles industries, les services s'implantent, etc. Donc il y a un premier basculement dans les milieux des années 80, et l'apparition effectivement du mouvement basque qui échoue politiquement à ce moment-là. Et donc, on va voir réapparaître les militants basques culturels au sein de cette dynamique qui va devenir de plus en plus favorable aux fêtes. Alors, il me semble qu'il y a deux raisons. Une première raison qui renvoie à ce que la revue Ekaïtsa appelle, d'une manière assez amusante, les basques bouteilles. C'est-à-dire les basques qui aiment faire la fête. Et donc, du coup, ces basques bouteilles, on dit, nous, on vit au Pays Basque, on aime le Pays Basque, on fait la fête au Pays Basque. Et donc, du coup, au lieu de repousser la fête, on va dire, non, on va l'investir. Et donc, on va l'investir, et la commission extra-municipale, qui est très accueillante pour eux, malgré les difficultés des militants basques politiques avec la mairie, qui à ce moment-là, vraiment un violent conflit, d'un point de vue culturel, on dit non, rentrez. Vous avez des idées, rentrez dans la commission, venez nous dire ce que vous voulez proposer, etc. Donc il y a eu là un afflux qui explique ce que je disais tout à l'heure, à savoir que les forces locales, au point de vue artistique, culturel, sont des éléments importants de la vitalité des fêtes de Bayonne à l'heure actuelle. De la même façon que la vitalité des sambistes des favelas de Rio ont donné une nouvelle visibilité au carnaval de Rio, plus populaire, etc. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément qui touche à l'imbrication de la culture et de la fête passe par la défense de la langue basque. Alors, le cheminement est peut-être un peu surprenant, mais à mes yeux de sociologue, il me paraît extrêmement important. Pourquoi ? Dans ces années 70-80 est lancé le mouvement qu'on appelle le mouvement de la préservation de la langue basque, avec la création des écoles où on apprend le basque, les ikastolas. Alors, il y a une grande lutte politique, puisque l'éducation nationale ne veut pas entendre de ce genre de choses, mais les militants basques investissent, maintiennent leur force et arrivent à créer des ikastolas. Et les ikastolas vont trouver au sein des fêtes de Bayonne le moyen de se financer. C'est-à-dire qu'on va tenir des tables, on va même avoir créé un bar, le Bachoki, où les gens vont venir, etc. On parle basque, etc. Et on sert des taloas, donc c'est des cuisines locales. On va faire rentrer de l'argent pour la militance du reste de l'année. En conséquence de quoi ? On va avoir un intérêt qui se forme. C'est des gens qui sont très militants. Donc, du coup, ils sont là, ils forment des groupes très cohésifs. Et progressivement, avec les basques bouteilles ou les basques culturels, on va faire en sorte de dire, vous voulez qu'on crée de l'animation ? On va faire rentrer le muchiko. Donc, la danse basque va prendre de la place. Vous voulez des chants ? On va faire des chants basques, etc. Et donc, du coup, ils vont trouver à la fois le moyen de se financer et le moyen de s'exprimer au sein de la fête. Qui fait que le rejet initial, à partir de la milieu des années 90 et au début des années 2000, va se transformer plutôt dans une acceptation en disant, voilà, la fête de Bayonne, c'est une fête de plus en plus basque, qui accueille, venez, on vous accueille, on va vous montrer ce que c'est que la culture basque, et on va y participer, et y compris dans le sens très militant, si on va du côté de la place Pacha, on le voit, cette partie un peu alternative des fêtes de Bayonne. C'est-à-dire, on va voir les affiches, oui à la fête, mais oui aussi à la lutte. Bestabay et à Borokabay, en basque. Et donc, on a cette dimension de convergence politique des différentes
dimension culturelle et dimension politique basque, avec la fête comme moyen, lieu d'expression, et comme je le disais en introduction de ma réponse, c'est quelque chose qui, je crois, est assez commun. On voit un peu la même chose à Notting Hill, on le voit à Rio, on le voit à Salvador, comme la fête, le moment où les groupes discriminés peuvent investir la rue et faire valoir ce qu'ils sont, et revendiquer et exprimer leur identité mieux peut-être qu'ils ne pouvaient le faire jusqu'à présent, d'où une transformation très marquée, je crois, de la fête. C'est à ce moment-là où le blanc et rouge se met en place. C'est à partir de ce moment-là où on va avoir les chanteurs basques qui ouvrent les fêtes le mercredi soir. Et le symbole, le roi Léon va intervenir aussi, etc. Donc, on a une ritualisation de la fête qui va se mettre en place en même temps qu'une basquisation. Et donc, une fusion, un mélange, je crois, assez réussi, au moins pendant un certain temps, de cette dimension locale, basque, culturelle, politique et sociale. Alors, merci d'avoir répondu à ces questions, et on n'a abordé pas l'intégralité des points qui sont évoqués dans l'ouvrage, qui est très riche et qui aborde pas mal de questions. Donc voilà, mais comme ça, les personnes pourront découvrir plus avant le livre. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Merci beaucoup du coup pour la réponse à ces questions et pour l'animation. Du coup, j'ai trouvé très très éclairante les questions. Alors, j'ai pas encore eu la joie de lire votre livre pour le coup. Par contre, juste à vous entendre, j'ai eu plusieurs questions. Alors peut-être je peux me permettre d'en poser deux. Il y en a une qui est une petite définition comme ça, un peu méthodo, et l'autre qui est plus une curiosité. Voilà. La première, c'est que je me demandais comment vous aviez défini la joie. Littéralement, que ce soit en termes de sentiments, de sensations, notamment pour bien la distinguer, par exemple, du délire, notamment celui qui est lié à l'état d'ébriété. Voilà, comment vous avez opéré la distinction, que ce soit dans l'analyse ou même dans la méthodo. Et ma deuxième question porte plutôt, alors effectivement peut-être que là vous avez rien observé du tout dessus, c'est possible, c'est plutôt sur la partie un peu économie souterraine, avec notamment tout ce qui va être usage récréatif de drogue, puisqu'il me semble, si je dis pas de bêtises, que les fêtes de Bayonne ont quand même pas mal une politique de prévention de ces excès-là, avec des distributions justement de pailles jetables pour toutes les choses qui se respirent, qui se sniffent, ou des cartons pour pouvoir rouler son joint, etc. Donc du coup, est-ce que vous avez pu observer justement des échanges économico-sociaux, on va dire, autour de la drogue, et voilà. Puis après, peut-être, s'il y a encore un peu le temps, j'aurai une autre question, mais ça, d'abord, je vais laisser les autres personnes répondre. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui concerne la joie, j'ai gardé un arrière-plan, si vous voulez, spinoziste. Désolé de revenir comme ça, parce que c'est un des philosophes qui certainement a le mieux caractérisé la joie comme un plus de vie. La personne joyeuse a plus de vie, et j'ai gardé ça comme fil directeur en relation, comme je le disais tout à l'heure, à la démarche durkheimienne, puisque vous savez que Durkheim, c'est discutable, bien évidemment, mais Durkheim dit le croyant peut plus que l'autre. Celui qui a la foi peut faire plus que celui qui ne l'a pas. Et il me semble que là, cette idée de joie, c'est effectivement un plus de vie, une capacité plus grande de vivre le moment. Et à ce titre-là, voilà, ça met en... Ça résonne bien avec l'espèce d'exubérance. Je me rappelle être allé dans la partie la plus effervescente de la fête vers 3-4 heures du matin dans le petit Bayonne, et il y avait des jeunes gens torse nus qui dansaient, mais là on voyait vraiment comment dire, à péter les artères, là, comme on le dit dans le Sud-Ouest. Vraiment la dépense d'énergie pure. On ressent la joie, les gens dansent avec lui, ou à un moment, parce qu'il était vraiment très très dynamique, observent, etc. Bon, donc du coup là, il y a ce plus de vie qui me semble vraiment
vraiment présent, marquant, d'une manière peut-être plus modeste et moins proche un peu d'un délire au sens physique que vous évoquez. C'est aussi la joie qui fait que le jeudi, donc c'est le jour où il y a le réveil du roi Léon, hein, la mascotte, etc. Donc elle a lieu sur la place centrale. Et là, c'est souvent les trois générations, les grands-parents, les parents et les enfants qui sont ensemble. Et une joie partagée entre trois générations, ce qui est quand même pas si commun que ça, comme chacun peut le voir de sa propre ville. Donc tout le monde est là. On va déjeuner ensemble sur les bords de Nive, etc. ou ailleurs. Cette joie plus modérée, mais qui existe et qui est partagée par un petit groupe là de type familial. Donc voilà en quelque sorte un petit peu les idées que j'avais en tête au fur et à mesure de mon enquête sur la joie. Deux choses en plus que je voudrais dire à propos de cette question. La première, c'est que comme ça a été évoqué tout à l'heure dans les questions de Myrtille Picot, c'est le fait que la joie est très peu traitée dans la sociologie des émotions. Dans la mesure où la sociologie des émotions, hein, je pense notamment aux travaux classiques des collègues américaines sur ce point, ce sont toujours le plus souvent, c'est pas toujours, mais le plus souvent des émotions négatives. La caissière qui fait face aux clients enquiquinants, l'hôtesse de l'air par rapport aux passagers désagréables ou qui a des exigences, etc. Et apprendre professionnellement à tenir son rôle face à des gens pénibles ou à calmer le jobard, hein, pour employer la formule, quand il s'agit d'une interaction, etc. Ça, je l'ai rencontré. Les serveuses ou les serveurs m'ont dit, voilà, face aux clients pénibles, on fait ci, on fait ça, ou on appelle quelqu'un. Bon, donc, il y a tous ces éléments-là sont aussi présents. Mais des sociologies d'émotions positives, il y en a très peu. L'amour. Il y a l'amour. Oui, peut-être. Mais bon, au milieu des fêtes, c'est un peu plus difficile à percevoir et à pratiquer dans certains recoins, peut-être. Mais bon, il y a tellement de monde maintenant que c'est un peu plus difficile. Il y a des périodes, oui, dans les années 70, effectivement, il y avait des coins où on savait qu'on pouvait se faire ses affaires tranquillement, mais ces émotions positives sont quand même peu traitées. Et j'ai conscience, donc deuxième remarque que je voulais faire, j'ai conscience de n'avoir d'une certaine manière qu'effleurer le sujet. Je pense qu'il y a plus qui doit être fait. J'ai vu que les historiens commencent à s'intéresser à la joie intime. Moi, je m'intéresse plutôt à la joie collective. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une joie intime ? La joie doit toujours être signifiée à quelqu'un, même à un spectateur potentiel, etc. Mais je pense qu'il faudrait faire plus pour la joie. Avec ceci que la joie, comme je le disais tout à l'heure en évoquant une certaine émotion d'ailleurs, cette vieille voisine, c'est une joie qu'on attend, qu'on espère. C'est une joie qu'on vit, mais c'est une joie qu'on revit après. J'étais assez frappé de voir qu'il y a beaucoup de gens avec qui on discute des fêtes, et on va discuter de la fête de cette année et des fêtes précédentes qui étaient mieux, qui étaient plus joyeuses, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très localisé dans le temps et en même temps qui est anticipé et rejoué. Et cette dimension-là, par exemple, c'est vrai que je ne les ai pas complètement étudiées. Je pense qu'il y a une vie sociale de la joie, en quelque sorte, qui demande à être étudiée. Et j'ai conscience d'avoir vraiment simplement effleuré un peu le sujet. Alors j'espère pouvoir le faire un peu mieux. Alors, deuxième question que vous avez posée sur la drogue. C'est pas quelque chose qui est très présent. C'est pas quelque chose qui est très présent parce que la fête de rue
est une fête qui demande quand même pas mal d'énergie. Et donc, par exemple, une des drogues les plus connues, hein, le marijuana ou du hashish, qui a tendance un peu à vous asseoir. Bon, il y a des gens qui vont fumer, effectivement. Il y avait, avant que la place Pacha ne devienne une place, à Bertsalé, bien contrôlée par les militants basques, qui ont fait le ménage. La place Pacha, je me rappelle, il passait... je connais bien Bayonne, alors que ce n'était pas un lieu qui, à ce moment-là, a été très recherché. On traversait la place, on était stone en sortant, quoi, parce que c'était un nuage... Les gens venaient fumer là. Maintenant, ça a disparu et j'ai l'impression que c'est pas quelque chose de très marquant. Discuter avec le commissaire de police de la ville, hein, qui s'occupe donc de ces questions-là, il dit non, pas important. Alors, il peut y avoir d'autres... toutes les drogues ne vous assit pas. Il y en a qui vous excitent, etc. Ce qui peut être éventuellement évoqué, c'est les prises de cocaïne. Les prises de cocaïne, et là c'est plutôt les bars qui sont embarrassés, c'est-à-dire que certains bars vont ouvrir leurs toilettes pour les raisons naturelles en quelque sorte qui sont associées à l'ouverture des toilettes, mais une de leurs craintes c'est que les gens rentrent là pour faire des lignes de coke, quoi. Et ça ils en veulent pas. Parce que ça les met en difficulté, ils n'ont pas envie de servir à ça. Et donc du coup, là, on peut avoir un peu plus de problèmes, mais globalement, c'est pas quelque chose qui est massif dans les fêtes de Bayonne. On n'a pas, me semble-t-il, cette dimension qui peut exister plus peut-être dans les concerts, hein, ou un espace plus restreint, un type de musique bien particulier avec lequel on peut se mettre en rythme, etc., ou avoir une meilleure sensation. La musique au fait de Bayonne, c'est une espèce de mélange assez basique, hein. Vous pouvez avoir Claude François ou le Connemara, vous allez avoir un peu de reggae, enfin bon, c'est assez cacophonique, et donc je pense qu'il est un peu plus difficile de se caler entre un comportement et une consommation de drogue et une musique. En plus de ça, il y a beaucoup de mouvements, donc il faut être quand même très 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 actif. Ça dure très longtemps, on commence les fêtes à 10h et on s'arrête à 5h la nuit, 5 jours de rang, ça fatigue. Et puis après, il y a la seule drogue qui pose véritablement problème, c'est l'alcool. C'est cette drogue-là qui circule le plus. Là, elle est gratuite. Enfin, elle est gratuite. Non, elle est légale. Et les gens en prennent éventuellement trop. On fait très attention à ces questions d'ébriété. D'autant plus qu'il y a quand même deux rivières. Enfin, il y a une rivière et un fleuve qui traversent la ville. Et donc, il y a toujours des craintes que des gens trop alcoolisés tombent à l'eau. Il y a des noyés, etc. Donc, il y a là un problème. Et l'alcool pour les très jeunes. Les très jeunes, disons, il y a l'idée que le basque bon vivant, c'est boire. C'est-à-dire juste ce qu'il faut pour être joyeux, mais pas trop pour tomber de l'autre côté de la barrière de l'alcoolisme. Bon, je me rappelle une discussion avec des patrons de bar qui vous donnaient la pratique, hein. On boit un peu, on danse, on chante, puis après on va manger un peu, on se repose, et puis on reboit, etc. Donc voilà, il y a tout un apprentissage, et en plus ça se fait debout, donc on voit assez vite quand est-ce qu'on a trop bu, etc. Donc la drogue, c'est plutôt l'alcool qui va poser problème, plus que les autres consommations. Au moment là, du débriefing, j'ai rarement entendu un problème de drogue marquant. Le commissaire de police avec qui j'ai discuté n'avait pas l'impression que c'était un problème. Au niveau de Château-Margaux, donc du lieu où on fait décuver les gens, évidemment, ils font attention à ça, mais c'est pas non plus le problème majeur. Alors, maintenant, peut-être que je n'ai pas vu les lieux où ça se passe, mais j'ai pas l'impression que ça soit de différents côtés. C'est pas le domaine marquant des fêtes de Bayonne.
Oui, merci. Je vais poursuivre un petit peu la discussion justement sur cette idée de joie, puisque ça a l'air central quand même dans ce travail, et de le relier aussi avec la perception que vous avez de la fête. Il me semble que justement quand on dit que la sociologie s'est intéressée aux émotions par les interactions, la présentation de soi, c'est aussi pour comprendre comment les émotions finalement sont construites. Et dans votre présentation, en tout cas, j'ai pas très bien compris comment se construit la joie. Donc je vais essayer de déployer un peu 2 voire 3 questions qui vont dans ce sens. Peut-être vous pourrez y répondre. Je me demandais dans un premier point, est-ce que vous concevez quelque chose de singulier, alors à la fois sur la joie, mais peut-être même sur la fête en général, et surtout comparé à d'autres types d'événements, ou à l'événement en général? Qu'est-ce qui ferait en fait la singularité des fêtes, pas seulement de Bayonne, mais de la fête, en tout cas de la conception de la fête, comme vous pouvez la voir. Est-ce que c'est la joie, justement, qui est au centre, et donc, qu'est-ce que ça recouvre, en fait, concrètement, cette joie? Ce qui m'amène à ma deuxième question, parce que pour concevoir la joie, en tout cas de la manière dont j'aurais peut-être enquêté, est-ce que peut-être vous pouvez le faire également ici, c'est de comprendre comment elle est construite, et donc comment elle est construite socialement, en tout cas dans les interactions, certes. Donc, est-ce que vous avez des traces de comment les gens interagissent entre eux et comment ça produit donc cette émotion positive, mais également, plus précisément, qu'est-ce qui permet de mettre en place cette joie? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des activités précises qui permettent cela? Donc, par exemple, l'alcool, la drogue, certes, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Par exemple, vous évoquiez le rôle peut-être de la sécurité, et donc ici du travail institutionnel qui pourrait aller vers cette joie sécurisée. Donc voilà, il y a ce pan-là, mais plus généralement, je m'interroge donc sur la division du travail qui rend possible en fait ces événements de façon générale, qu'elle soit une fête ou autre chose, une compétition, un événement culturel, etc. Et donc ici, en fait, quel type d'acteurs vous pourriez voir ou distinguer qui permettrait de rendre possible la fête, la joie et toutes ces émotions, etc. J'avais une dernière question, peut-être un peu moins liée. Oui, vous parliez du public, en tout cas de la fête de Bayonne, en disant que c'était pas le coût économique, en tout cas, qui était discriminant. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de leur provenance sociale, quand même, en général? On comprend qu'il y a des gens du cru, il y a des gens d'extérieur, mais d'où viennent-ils socialement? On comprendrait aisément, peut-être, je suppose, fait l'hypothèse qu'il n'y aurait pas énormément de personnes de classe aisée, supérieure, mais enfin voilà. Est-ce que vous avez des éléments? Parce que quand même, on ne peut pas cacher derrière la foule ou derrière justement ce coût faible à l'entrée économique, une sorte d'uniformisation du public, et notamment, vous l'avez noté vous-même, entre gens du cru et gens extérieurs. Donc, voilà. Merci pour ces questions. Je vais commencer par la dernière. J'ai tendance à récuser le terme de public. Parce que, pour une raison, je crois, qui vaut la peine d'être explicitée, c'est parce que le genre de fête que j'ai étudié a comme caractéristique, en tout cas c'est un élément que je souhaite faire ressortir, à discuter bien évidemment, c'est le fait que ces fêtes de rue sont des fêtes dans lesquelles le simple fait de descendre dans la rue fait que vous êtes acteur des fêtes et non pas spectateur. Donc vous n'êtes pas un public. Le public, c'est celui qui va assister à un concert, c'est celui qui va regarder un défilé. Vous allez au carnaval de Rio de Janeiro, vous allez sur le Sambodrome, vous êtes assis sur les arquibancades, et là vous regardez, là vous êtes un public, mais vous allez participer. La
applaudissant, en vous levant, en chantant, etc. Mais vous êtes un public et il y a des gens qui défilent. Donc là, il y a un chanteur et des musiciens, et vous, même si vous participez à votre manière en tant que public, vous avez une différence entre acteurs et spectateurs. Au Fêtes de Bayonne, je crois qu'il n'y a pas ça. C'est un point important. Le fait d'être en blanc et rouge au milieu de la rue fait que on ne sait pas qui vous êtes de cette manière. Vous êtes peut-être un musicien en train de vous promener ou pas. Donc il n'y a pas de public. Pour répondre aussi à votre question, est-ce qu'il y a des classes aisées ? Oui. C'est vraiment une des particularités, je crois, de ces fêtes de rue, c'est que les classes aisées participent aux fêtes. Et pas simplement en tant qu'organisateurs qui voient ça de loin. Ils sont dans la rue en train de faire la fête avec les autres. Je prends un exemple peut-être plus marqué. En bas de chez moi, comme ça vous saurez où j'habite à Bayonne, il y a une peña, je ne vais pas la nommer parce que sinon après... faire la publicité pour rien, mais il y a la peña Chuchu del Mar, pour pas la nommer, qui est une peña de chirurgiens et de médecins. Et ils ouvrent grand leurs portes. À ce moment-là, d'habitude, ils sont fermés, mais ça veut dire que les chirurgiens et les médecins sont là, au milieu des fêtes, font la fête, etc., comme tout le monde, avec avec n'importe qui, je veux dire, n'importe quelle personne qui se présente là. Donc, ça montre bien que certaines catégories quand même très aisées de la population locale participent à la fête. Alors, il y a eu, à un moment, une séparation entre la fête des gens bien et la fête de ceux qui l'étaient moins, donc l'élite, et puis ce qui est le terme de l'époque, c'est la pouraille. Donc on peut avoir cette différence, mais elle a en grande partie disparu, et donc du coup on n'a pas ce clivage au sein du public. Et donc du coup, encore une fois, c'est pas simplement une question de droit d'entrée, il y a vraiment une mise à niveau, c'est on aime bien la ville, on aime bien faire la fête dans la ville, et ce n'est pas discriminant pour quelqu'un qui est haut placé dans la ville de venir faire les fêtes de Bayonne. Au contraire, ça montre un attachement à la ville et ça vous donne d'une certaine manière une plus grande légitimité, y compris d'un point de vue politique. Le maire appartient à une peña, le maire se promène aux fêtes de Bayonne et quasiment tous les élus municipaux sont des gens qui participent aux fêtes. Donc il n'y a pas de discrimination de point de vue. Alors sur la question de la joie, alors, la fête est un moment singulier, c'est-à-dire que c'est un moment qui va... la joie, comparativement au bonheur, la joie est un moment qui est un moment. C'est pas une durée. C'est quelque chose qui est un peu un éclat. Alors, cet éclat peut briller pendant plus ou moins longtemps, on peut l'avoir avant, pendant et après, comme je l'ai dit, mais c'est quelque chose qui est momentané, et vous pouvez donc traverser les fêtes de Bayonne pendant de longues heures, d'une manière assez morne en quelque sorte. Vous vous promenez, vous voyez, et puis tout d'un coup, vous allez rencontrer un ami que vous n'avez pas vu depuis de longues années ou de longs mois, ou vous allez avoir... J'en viens un peu à la deuxième réponse, à un moment où on peut percevoir ce genre de choses, et je me suis servi donc de cette idée un peu liée à une approche ethno-méthodologique de l'attention commune focalisée. C'est-à-dire que à un moment, le groupe va se mettre à vibrer ensemble. Tout le monde va écouter une musique et se mettre à danser ensemble, ou bien va inventer un jeu et se mettre à agir ensemble en se focalisant sur un moment. Et là, c'est vrai qu'il y a une joie qui se met. Et on peut avoir, je l'ai vécu de cette manière avec ma compagne ou avec d'autres, on peut avoir à ce moment-là quelqu'un qui va vous amener dans ce moment de vibration qui appartient à un groupe, où vous allez y rentrer et vous serez accepté. Et à ce moment-là, il y a un moment de joie. Ça va durer 10, 15, 20 secondes. On va avoir un grand sourire les uns et les autres, et puis chacun va partir dans son coin. Donc c'est vraiment ces petits moments qui fait que on se dit, ah ouais, il se passe quelque chose.
que l'on ne fait pas habituellement. On ne s'est même pas parlé peut-être, mais on a monté une espèce de petit sketch, un petit moment qui n'appartient qu'à ces gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne rencontrera pas par la suite. Et c'est là quelque chose justement qui fait partie de ce moment particulier, ce moment liminaire qu'est la fête. Alors ensuite, comment se met en place cette possibilité de créer ces éclats de joie là, que je viens de décrire et qui demanderaient évidemment à une analyse plus profonde. Parce que ces choses-là que je présente d'une manière comme ça, à ramasser un moment, on apprend aussi à je rappelle que je suis sociologue de l'économie. L'économie n'est pas en général très joyeuse, c'est la science lugubre. Hein. Et donc du coup, j'étais amené progressivement à découvrir ces choses-là. Et comme je vous l'ai dit, la fête construit la possibilité de ces moments au travers de ce que j'ai présenté au début comme une sociologie des sens. Hein, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, tous ces sens-là sont en quelque sorte surexcités, en conséquence de quoi on est ouvert d'une manière différente à la vie, à ce plus de vie qu'est la joie, et à certains moments, il jaillit. Dernier point, mais là, on est un petit peu dans une dimension un peu différente, qui est la dimension de division du travail pour la création de l'événement. Bon, là, c'est toute une question beaucoup trop large. Pour répondre comme ça en quelques minutes, on a effectivement une division du travail qui est intense. C'est-à-dire que les fêtes, en général, ont lieu fin juillet. Maintenant, c'est début juillet. C'est une nouvelle organisation temporaire. La ville commence à organiser les fêtes de l'année suivante à partir de septembre à juillet. C'est-à-dire pendant 10 mois, les différents services se mettent en place pour créer la fête. On définit une date, on définit des thèmes, on définit les organisateurs, les lieux, etc. La distribution des différents événements pour que tout le monde soit pas au même endroit, etc. La sécurité, les relations avec les autres villes que vous avez évoquées, que je n'ai pas véritablement repris dans mes réponses. Il faut que la fête ait lieu à des dates qui soient acceptables par les autres villes qui veulent elles-mêmes faire leur fête. Il faut aussi en même temps faire une forme de mutualisation des ressources pour désaffouler, nettoyer, etc. S'assurer de la possibilité vis-à-vis de l'État, de compagnies de CRS. Donc, il y a un énorme travail de préparation pour le bon déroulement de la fête, de telle manière à ce que les gens puissent se sentir en sécurité dans l'espace festif. Et donc, de pouvoir laisser libre cours à leur propre organisation et laisser libre cours à ces moments qui vont faire exploser un petit peu la joie dans des petits collectifs. On a le temps pour une dernière question, si quelqu'un... Merci pour votre intervention très riche et qui, moi, en plus, m'intéresse particulièrement parce que ça me rappelle un vieux travail de recherche que j'avais pu mener sur les bars. Et en fait, souvent, plus je vous écoute parler, plus je me dis, le lien est assez fort. Peut-être, et justement, c'est là-dessus que je voulais vous interroger. J'aimerais avoir votre avis justement peut-être sur ce qui peut différencier la fête telle que vous la décrivez dans les fêtes de Bayonne en termes d'espace-temps un peu restreint et du coup de ses spécificités spatio-temporelles et d'un lieu qui peut être aussi plus situé dans sa localité et qui perdure et du coup à travers de quelques éléments. Alors je trouvais très intéressant notamment ce que vous disiez sur cette pensée à la fois de la foule, des groupes et des individus et je trouve que ce sont toujours des lieux assez intéressants où s'expérimente la configuration de ces trois échelles et donc notamment le méso, un peu là, qui est le groupe, et qui vient s'intercaler là-dedans. Et à ce niveau-là, moi, dans mes recherches, qui s'appuient notamment beaucoup sur l'anthropologie économique, il y avait plusieurs éléments que je trouvais assez intéressants, et qui étaient d'une part que ce sont des espaces qui sont des espaces de formation et de réaffirmation des groupes électifs amicaux, en ce sens où ces groupes, généralement, ont un espace contextuel de création, et que pour perdurer en dehors de ce contexte
par exemple, qui peut être un cadre professionnel, il y a ce besoin d'une délocalisation dans des espaces semi-privés ou voire totalement publics, d'existence. Et donc, c'est le moment d'affirmation, de mise en visibilité des différents groupes qui peuvent passer par ces espaces festifs. Également, dans une logique un peu de l'économie du don et des mondes imbriqués, un peu à la Zelizer Florence Weber, la place justement de l'échange de dons en lien toujours avec une économie marchande, ce que vous disiez aussi, et de la redistribution, et de sa forme à la fois comme liant des groupes, un moment de formation et de réaffirmation des unités des groupes, et en même temps de hiérarchisation au sein de ces groupes. On peut penser par exemple à ce que la forme de l'échange est la Kula ou le potlatch, et qui vient travailler les liens, et en même temps, dans une logique un peu plus rénovateur, le lien faible, et aussi du coup ces relations faibles qu'on peut occasionnellement percevoir dans ces moments, et qui sont les moments de la réaffirmation potentiellement d'un réseau, et qui peut après au niveau local avoir sa valeur. Et donc aussi une autre échelle, c'est de l'individu. Et ce que vous disiez sur les élus qui sont présents, qui viennent, à un moment en fait de la notabilité locale. Moi, je chantonnais une note qui est plutôt tout au nord, la grande braderie de Lille. Martine Aubry doit toujours passer, et c'est un grand moment de visibilité. C'est un moment où on va voir sur les réseaux, et c'est un moment où elle va montrer qu'elle est présente et en masse. Donc voilà, c'est votre avis un peu sur ces différents points de la sociabilité. Oui. Alors, l'espace du bar est un espace dans lequel il peut y avoir justement une dimension festive. Alors, on peut même éventuellement privatiser le bar à certains moments pour permettre. Le cas des fêtes de Bayonne est un petit peu à la marge du bar qui existe pendant le reste de l'année, bien évidemment, dans la mesure où le bar, l'intérieur du bar n'est pas accessible. Donc c'est en dehors. Donc là, il y a une première différenciation. Deuxièmement, la tradition festive basque, et ça depuis très longtemps, a une pratique assez spécifique au sens où c'est ce qu'on appelle en espagnol le poteo ou en basque le chiquiteo. C'est-à-dire que le groupe festif, là, les 5-6 personnes qui font les fêtes ensemble, le groupe va de bar en bar. Il n'y a pas une affiliation particulière. Alors, d'habitude, peut-être on va dans tel bar plutôt que tel autre, mais pendant les fêtes, le principe, c'est on circule dans les différents bars à tour de rôle, jusqu'à épuisement, en quelque sorte, des forces. Et donc, du coup, il n'y a pas, comme dans ce que vous évoquez, il n'y a pas une association entre groupe et lieu. Le lieu, c'est la rue, pas le bar. Par ailleurs, sur cette question du groupe et du bar, il y a malgré tout quand même des choses qui peuvent rester sans doute proches de ce que vous avez étudié de votre côté, dans la mesure où, à certains moments de la journée où il y a un peu moins de monde, le patron peut payer une tournée à des amis qui viennent. Tiens, c'est pour moi. Donc là, il peut y avoir le maintien, en quelque sorte, des usages de la partie de vie quotidienne de l'année qui continue à exister au milieu de la fête. Dans certains cas, parce que dans d'autres cas, je pense notamment dans les parties les plus animées, il faut jouer des coudes pour arriver au comptoir. Et donc là, on ne peut pas se faire reconnaître, il n'y a pas le temps, il y a une telle effervescence au sens du travail qui fait que vous ne pouvez pas jouer. Après, oui, avant, mais pendant la période la plus intense, ça ne marche pas. Les groupes ont, par ailleurs, comme vous évoquez, le don contre don. Aux Fêtes de Bayonne, je pense que c'est pas spécifique aux Fêtes de Bayonne ni au Pays Basque, mais en tout cas c'est très fort à ce moment-là. Les groupes ont une caisse, la couche, c'est le nom local. La caisse est là, chacun a mis 20 € ou 15 € ou 10 € peu importe, et il y a quelqu'un qui paye pour tout le monde. C'est la tradition du poteo, c'est une espèce de caisse commune tournante dans le groupe. Cette semaine c'est moi qui paye, la semaine prochaine c'est toi qui payes, moi j'arrive, je ne débourserai pas un sou.
Là, c'est un peu différent, c'est une caisse commune, et quand il n'y a plus, chacun rajoute. Donc, à la fois, c'est un peu du don, mais en tout cas, c'est une forme de la vie du groupe, quand même, qui reste présente au travers de cette pratique, qui n'empêche pas, par ailleurs, effectivement, vous rencontrez un ami, ah tiens, je te paye à boire, donc bon, les choses habituelles qui peuvent avoir lieu dans un bar ou qui peuvent avoir lieu au sein d'un collectif. On a effectivement ce genre de choses. Oui, mais je dirais avec intérêt les études, parce qu'il y en a assez peu, je trouve. J'ai cherché des études, notamment de sociologie du travail, sur l'activité festive, donc dans les restaurants ou dans les bars. J'ai trouvé très peu de choses. Bon, il y a quelques travaux sur les restaurants, le service dans les restaurants, mais c'est souvent, l'activité habituelle qui est décrite, et non pas tellement l'activité au sein de la fête. Bon, peut-être que j'ai pas su chercher aussi précisément qu'il fallait, mais j'ai pas trouvé ce genre de choses qui, par ailleurs, est quand même assez spécifique. Je terminerai là-dessus par rapport à votre question. J'ai eu l'occasion de discuter avec, alors j'ai plus tous les éléments en tête, mais discuter avec une des serveuses d'un bar très actif pendant les fêtes, et elle m'a décrit quelque chose que je traduis comme le code de comportement client-serveur ou serveuse pendant les fêtes. C'est-à-dire parler droit dans les yeux, j'existe, donc tu me parles, ne pas demander des choses inhabituelles, trop compliquées, parce que c'est pas le moment, et au moment de payer, il faut pas jouer, je tends le billet, puis je le retire, non, ça, on n'a pas envie de ça. Donc il y a un code de bienséance, en quelque sorte, que les serveurs et les serveuses s'efforcent de maintenir, elles-mêmes, d'une certaine façon, ayant aussi, des comportements qui sont sans doute des choses que vous connaissez bien dans les bars. Si on prend un rhum coca, pour les amis, on va mettre un peu plus de rhum, etc. Donc, on peut avoir ces petits gestes où elles peuvent décider d'elles-mêmes de dire, bon, c'est pour moi, etc. Donc, on peut continuer à avoir ce genre de choses. Et également, par rapport au problème de genre et d'agression, je me rappelle très bien qu'elle me décrivait le fait que, voyant arriver deux très jeunes festins et deux très jeunes femmes, sans doute pas majeures, de 15-16 ans, qui étaient déjà au milieu de l'après-midi bien arrosées, bien fatiguées, comme on dit là-bas, rhum coca, elle a servi du rhum, elle a servi le coca, elle a fait semblant de mettre le rhum, en disant de toute façon, elles sont déjà complètement déchirées, c'est pas la peine, ça peut être dangereux pour elles. Donc voilà, on peut avoir, dans certains cas quand même, ce moment de relation quand même, au-delà de la achat-vente, de prendre en compte la situation des gens avec qui on est en train de faire des relations, d'autant qu'on va les revoir après, éventuellement, la semaine suivante. Ça joue pour le prix aussi. Faire en sorte, ça c'est un patron de bar qui me l'a dit, je vends la bière au même prix pendant les fêtes que le reste de l'année. Parce que je ne veux pas avoir à m'expliquer avec mes clients réguliers pourquoi elle est 50 centimes plus chère hier par rapport à aujourd'hui. Donc là, la continuité de la vie entre la fête garde quand même une certaine emprise malgré le caractère exceptionnel du moment festif. Eh ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous. Et rendez-vous aux prochaines rencontres du RT14. Très bientôt.